Jean-Marie Charon, on voit l'influence des nouveaux médias, ou en tout cas des nouveaux vecteurs d'information. Moi, j'ai l'impression, et on en parlait hier en préparant cette table ronde, de revivre aujourd'hui ce qu'on a vécu dans les années 80 avec les radios. Rappelez-vous, c'était gouvernement, c'était François Mitterrand qui en 80 libéralisait les radios libres, et on entendait toujours dire « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire plier la bande des 4 ». La bande des 4, c'était RTL, Europe 1, France Inter et RMC. Aujourd'hui, on s'aperçoit quelques années plus tard qu'ils sont toujours vivants, les fameux gens de la bande des 4, et qu'au contraire, ils ont racheté tous les autres. Alors, est-ce qu'on n'est pas encore en train de faire la même chose avec le web, où vous allez voir des espaces de liberté, puis finalement, c'est le web du Monde, c'est le web du Nouvel Obs, c'est le web d'Europe 1. Je crois qu'en fait, on est dans une situation très différente. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est un changement de modèle économique. Ce qu'on a évoqué là tout à l'heure, c'est le rapport du public aux différents supports d'information. Mais si on raisonne en termes de quelles sont les ressources, par exemple, là, on s'aperçoit qu'on entre dans un univers qui est complètement transformé, dans la mesure où les ressources publicitaires qui représentaient 50 à 60% des ressources en presse quotidienne se sont effondrées de manière assez régulière, disparition des petites annonces quasiment, et puis baisse régulière de la publicité commerciale qui continue. Cette année, c'est moins 10%. Enfin, 2013, c'est moins 10%. Les années précédentes, c'était des ordres de grandeur un peu semblables. Et si on regarde les États-Unis, on voit que la décennie 2000, ça n'a été que ça. Tous les ans, une baisse des ressources publicitaires. Et par ailleurs, effectivement, du côté du public, il y a un mouvement en faveur de la gratuité qui fait qu'il y a moins de personnes qui vont acheter le journal. C'est vrai que de mettre en perspective l'audience... Alors déjà, moi, je suis un peu étonné. Vente de journaux d'un côté, consultation de sites web. Ça serait plutôt audience des journaux à comparer avec site web. Et là, on s'aperçoit que les chiffres ne sont pas si différents que ça. Et puis, bon, donc, on est face à une consommation qui va plutôt vers la gratuité. Par ailleurs, autre changement qui me paraît complètement substantiel, c'est que l'accès aux sites d'information se transforme. C'est-à-dire qu'on y vient de plus en plus indirectement. Beaucoup de ceux qui sont comptabilisés dans le monde, là, sont arrivés par Google, sont arrivés par Facebook, etc. Donc ça, c'est une transformation substantielle. Or, justement, ces Google, ces Facebook, etc., eux changent complètement le paysage de l'univers des médias, parce qu'on vient d'un univers des médias où la relation était directe entre les fournisseurs de contenu et le public. Et on entre dans un univers où les grands acteurs sont précisément entre le public et les fournisseurs de contenu. Et si vous regardez l'audience de Internet, qui sont les leaders en matière d'audience Internet, c'est Google, 40 millions de VU chez Médiamétrie, Microsoft, 36, Facebook, 28, et le premier média d'information, c'est Le Figaro avec 13. Donc, on est dans des ordres de grandeur très différents. Et puis, surtout, ces nouveaux acteurs, ils ont comme caractéristique d'être mondiaux, ils ont comme caractéristique d'être souvent en situation de monopole ou quasi-monopole dans leur secteur, et ils dégagent des marges considérables, et ils ont dans leur ADN, parce que ce sont des gens qui viennent en général de l'informatique et des télécoms, ils ont dans leur ADN de faire énormément de recherche-développement, donc énormément innover en permanence, ce que savent pas trop faire les médias. Et c'est quand même assez frappant de voir qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de restructurer le capital d'un certain nombre de groupes de médias. Si on n'a pas derrière soi un Zuckerberg ou un Xavier Niel, dans la presse, on est juste un peu mort aujourd'hui, quoi, non ? Disons que non, on n'est pas mort, mais c'est compliqué. Il faut être davantage... Bon, si vous regardez, par exemple, le paysage des médias français, même de la presse régionale, vous voyez qu'on a quelques entreprises qui sont... Vous savez, on a eu tout un discours sur les très grands groupes, il nous fallait des très grands groupes, etc. Aujourd'hui, par exemple, dans la presse régionale, un de ceux qui s'en sortent le mieux, en termes d'OJD, par exemple, c'est le Télégramme. Mais le Télégramme, en même temps, c'est un groupe familial, mais qui, depuis assez longtemps, s'interroge sur les transformations des contenus, qui opère donc son entrée sur les différents supports numériques et qui, en même temps, sait se diversifier. Alors, il n'annonce pas qu'il sera le Flore du XXIe siècle, mais il a su quand même trouver des revenus complémentaires. Par ailleurs, il me semble que sur le web, il se passe quelque chose de très important, qui est qu'à côté des journalistes,
les journalistes apprennent davantage à travailler avec des experts, des spécialistes. Et là, c'est une manière aussi de rattraper cette question de on va très vite, oui, mais on va très vite vers des gens qui sont capables de déployer, de mettre en place des grilles d'analyse, etc. Et là, il y a des gens autour de la table qui sont habitués à faire ça. Avec la gratuité de l'information qui est donnée par Internet, est-ce que l'information a encore une valeur aujourd'hui? Et si oui, par quoi est-ce qu'elle est conditionnée et comment est-ce qu'elle se structure? Jean-Marie Charon. Je crois que vous posez une excellente question, c'est-à-dire que là, les médias qui interviennent sur les médias numériques, sur les supports numériques, pardon, ont eu tendance, à partir du moment où ils se sont rendus compte que leur modèle économique devenait problématique, à se dire qu'ils pouvaient passer du jour au lendemain du gratuit au payant. En fait, cette question-là, elle nécessite de faire la part entre une information qu'on va trouver un peu partout, on a évoqué tout à l'heure l'information très rapide, l'information de flux, qui finalement est disponible de manière redondante sur l'ensemble des supports. Cette information-là, elle n'a plus de valeur au sens où on peut la commercialiser, c'est terminé. Je crois que tous ceux qui espèrent monétiser cette information-là vont à la perte. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur les supports numériques, on est amené du coup à s'interroger sur quelle est l'information à valeur ajoutée, pour quel type de public. Et là, on a des pistes, enfin je veux dire, on a des voies différentes. Ça peut être à la fois une information de type participative, à partir du moment où on arrive à constituer une communauté, où cette communauté est suffisamment attractive pour qu'on ait envie d'y adhérer, y compris en la soutenant financièrement. Et puis c'est toute la voie de l'enrichissement de l'information par le multimédia. Et c'est le même problème qui est posé à la presse écrite, si on est dans l'univers de la presse écrite, qui est de se dire, sur le papier, nous ne vendrons plus jamais l'information issue des agences de presse. Cette information-là, elle a vocation. Donc elle va tendanciellement disparaître du papier et on ne retrouvera sur le papier qu'une information à valeur ajoutée.